Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va encore avoir un petit épisode, je pense qu'il va être assez court sur la nutrition. Voilà, et je vais essayer de répondre à est-ce que le soja est-il bon pour ta santé et pour notre santé globalement. Déjà, pourquoi on consomme du soja? Il faut savoir, faut revenir de la base. Déjà, je pense que je vais t'apprendre quelques trucs. Pourquoi le soja s'est démocratisé comme ça au 21e siècle, hein. C'est quand même assez récent le fait qu'on mange de plus en plus de soja et maintenant on le retrouve relativement partout dans notre alimentation. Sur l'alimentation végétale notamment, parce que de 1, il est 100% végétal, donc pour les végétariens, c'est dans leur alimentation, et en plus de ça, il est ultra riche en protéines, et quand on est végétarien, on a un problème, c'est que notamment quand on est sportif végétarien, on sait que on a des doses qui sont assez difficile à obtenir quand on est sportif en termes de protéines, et donc le soja est dans le top 3 des aliments les plus riches en protéines végétales, et du coup forcément c'est un argument qui plaide pour la cause du soja. Mais ça, c'est la face un petit peu émergée de l'iceberg. Dans la face un petit peu cachée de l'iceberg, et j'espère que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est pourquoi le soja est consommé. On croit que c'est parce que c'est riche en protéines, etc., et que c'est 100% végétal, etc. Mais en réalité, tu consommes du soja peut-être tous les jours, car c'est les industriels qui te le poussent à consommer du soja. Et pourquoi ces méchants industriels te poussent à consommer du soja? Tout simplement parce que le soja, c'est une plante qui pousse comme de la mauvaise herbe, et qui, en plus de ça, bien que déjà elle pousse de façon extrêmement, c'est hyper facile de cultiver le soja. En plus de ça, ça permet d'enrichir le sol. Ok, le soja, c'est une plante qui permet de capter l'azote dans l'air, et qui permet après durant sa croissance, recracher l'azote qu'elle a absorbé. Elle va recracher cet azote dans le sol. Et plus le sol est riche en azote, plus le sol est fertile, et il permet de développer facilement après d'autres cultures qui peuvent être plus gourmandes en azote. Et le soja, elle est pas du tout gourmande en azote, et même elle rajoute de l'azote dans le sol. Donc c'est une plante un petit peu miraculeuse. Et pour la petite histoire, parce que je sais qu'on aime bien parler, vous aimez bien quand je parle d'histoire et comment les aliments sont arrivés dans nos assiettes. Donc déjà, c'est la première cause, c'est parce que déjà ça permet de nourrir le sol, ce qui est quand même important. Et deuxième chose, on se dit ok, le soja, les Asiatiques ils consomment ça 3-4 fois par jour, etc. Alors déjà c'est faux. Il faut savoir qu'en Asie, on consomme moins le soja qu'en Europe. Ok, donc déjà c'est un petit peu un cliché qu'on a sur les Asiatiques qui consomment énormément de soja, etc. Alors qu'en Europe, on en consomme plus que eux. Et au départ, il y a des milliers d'années, le soja en Asie déjà, il était proscrit. Ok, on n'avait pas droit de consommer le soja. Donc ça arrivait jusqu'à à peu près 900 000 après Jésus-Christ. Avant cette date-là, de 900, on va dire 1000 après Jésus-Christ, on cultivait du soja uniquement pour enrichir le sol. Ok, ça permettait, c'est un petit peu comment ça fonctionne, pendant les périodes justement de jachère, ok, où on laissait reposer le sol, on mettait des plants de soja pour justement enrichir le sol, et pendant la période de jachère, pour qu'après on rase les pieds de soja pour qu'on puisse remettre des nouveaux plants par-dessus qui soient beaucoup plus productifs. Donc c'était vraiment une plante qui permettait de faire la transition durant les périodes de jachère, pour que le sol reste toujours riche en minéraux, etc. et en azote. Et du coup, voilà. Et c'était comme ça qu'on l'utilisait en Asie jusqu'aux années à peu près 900 après Jésus-Christ. On va dire 1000, mais pour schématiser, mais c'est 900 avant Jésus-Christ la date. Et du coup, voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que du coup, à partir de cette date de 900 après Jésus-Christ,
en fait, le soja, c'est quelque chose de toxique à la base, il faut le savoir. C'est que quand on le cuit sur certaines façons, il devient comestible. C'est-à-dire que si tu prends du soja cru, au bout d'un moment, tu vas t'empoisonner et tu vas notamment empoisonner ton foie et ça peut dégénérer en cirrhose du foie si tu consommes le soja cru de façon quotidienne. C'est pour ça qu'ils l'avaient à la base, les Asiatiques, interdit. Après, du coup, ils ont trouvé des méthodes pour le cuire et le rendre comestible. Ça le rend comestible d'une certaine façon sur du court terme et parce que voilà, tu peux consommer du soja, tu vas pas mourir et tu vas pas mourir sur du très court terme si tu consommes du soja. Par contre, ce qu'ils savaient pas à l'époque et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça va causer des problèmes de santé sur du moyen long terme qu'on est en train de découvrir. Voilà, donc voilà, c'est déjà on consomme du soja en 2020, 2021 maintenant de façon quotidienne parce que c'est un aliment qui coûte pas cher, qui permet d'enrichir le sol et forcément si on arrive à trouver des consommateurs qui en plus veulent l'acheter, c'est encore mieux parce que du coup on est gagnant sur tous les tableaux et qu'après on peut une fois qu'on a fini d'enrichir le sol, on peut faire une autre culture qui va aussi également rapporter de l'argent et après on remet du soja qu'on revendra par la suite, etc. Tu vois, donc du coup on est gagnant sur vraiment tous les cycles et on a un sol qui reste riche, donc on n'a pas une perte de minéralisation et d'azote au niveau du sol et du coup on arrive sur tous les cycles de la terre à justement à vendre des produits, donc la machine s'arrête jamais, donc c'est vraiment super intéressant. Et en plus de ça, ça coûte rien à produire et comme la demande est de plus, on pousse un peu, il y a quand même un gros lobby sur le soja, donc on pousse la demande pour que les consommateurs demandent du soja, et forcément ça fait monter les prix. Donc forcément du coup c'est ultra rentable de cultiver du soja sur vraiment tous les aspects. Et c'est pour ça que toi, peut-être, tu en consommes tous les jours dans ton alimentation. C'est pas parce qu'elle est riche en protéines. Ça, c'est ce que tu crois faire parce que quand tu consommes du soja, c'est vraiment parce qu'il y a un gros lobby derrière et qu'on veut te faire consommer du soja. C'est souvent ça la cause. Voilà. Sauf que le soja, il a, comme je t'ai dit, des problèmes à moyen long terme qui vont être plus ou moins prouvés par la science. Ce que je t'ai mis dans le podcast, c'est quelque chose de prouvé. Il y a énormément de théories là-dessus sur le soja, sur ce que fait le soja. On sait que c'est pas bon, on sait pas à quelle ampleur c'est pas bon, mais on est sûr quand même de 3 effets. Notamment le premier, c'est que dans le soja, et ça t'as dû en entendre parler, il y a des phytoœstrogènes. Ok, phytoœstrogènes, donc œstrogènes synthétiques en gros. Donc c'est pas les œstrogènes, c'est à la base c'est l'hormone de la femme. Donc il y a la testostérone pour les mecs et pour les femmes il y a l'œstrogène. Ok, ces 2 hormones. La femme produit énormément d'œstrogène et un tout petit peu de testostérone et le mec produit énormément de testostérone et un tout petit peu d'œstrogène. Ok, donc on est à peu près sur les mêmes trucs. Donc en gros, l'homme et la femme à des proportions totalement différentes, produisent des oestrogènes naturellement. Et du coup, le soja a une molécule qu'on appelle les isoflavones, qui est phytoœstrogène, donc qui à peu près à quelques liaisons près les mêmes molécules que les oestrogènes de la femme et de l'homme un tout petit peu, on va dire de la femme, et du coup, le corps, quand les phytoœstrogènes vont arriver dans le corps va reconnaître cette hormone comme œstrogène et pas comme phytoœstrogène / isoflavone, ok. Donc du coup, il va pas comprendre pourquoi, si tu veux, pourquoi il y a de l'œstrogène qui se retrouve comme ça dans le sang sans qu'il ait déclenché la production d'œstrogène. Et justement que ces phytoœstrogènes se retrouvent dans le sang et sans que le corps comprenne d'où ils viennent, parce que c'est pas lui qui en a produit, c'est par ton alimentation que tu lui as fourni, et ce qu'il va faire, c'est que le premier réflexe, c'est qu'il va augmenter la production, augmenter la sensibilité de la thyroïde, ok. Et du coup, ce qui fait que en gros, du coup, ces isoflavones, par la production et l'élévation de la sensibilité de la thyroïde, les isoflavones vont capter
vont aimanter des minéraux, ok, pour que ces minéraux sortent de l'organisme, ok. C'est un mécanisme de défense pour que les isoflavones, donc les phytoœstrogènes, puissent être mis à la déchetterie en gros, donc envoyé dans tes toilettes. Et du coup le corps et les isoflavones vont se capter au niveau des minéraux, et notamment les minéraux de calcium vont se coller sur les isoflavones et du coup être emmenés dans les toilettes. Sauf que du coup, si tu consommes une fois de temps en temps du soja, forcément ça va pas être très grave, tu te doutes bien, c'est pas non plus mortel, c'est pas un poison. Du coup le calcium va se fixer sur les isoflavones, le calcium va prendre par la main les isoflavones et dire t'es bien gentil, toi tu vas dans mes toilettes. Sauf que si tu reproduis ça avec, comme on voit dans les discours des végétariens qui prennent beaucoup de soja, et du coup ils vont se prendre le matin, le midi et le soir, ok, du coup du soja et du coup des isoflavones, des phytoœstrogènes, c'est pareil. Et du coup, ce qui fait que le calcium va petit à petit se vider de l'organisme, ok. Donc, j'aime pas beaucoup le calcium parce qu'il y en a beaucoup dans le lait et que on en consomme beaucoup trop. Par contre, là, ça va devenir très dangereux parce que le corps va plus avoir assez de calcium à disposition pour tamponner ces isoflavones. Et du coup, ce qui va se retrouver, c'est que du coup, le corps va se vider petit à petit du calcium. Donc, il va plus en avoir en libre circulation, si tu veux, dans son corps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le corps ? Il va dire, ok, il n'y a plus assez de calcium en circulation dans mon corps. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu de calcium de mes os ou de mes dents, et du coup on va en remettre en circulation. Comme ça, s'il y a quelque chose à tamponner avec le calcium, le calcium sera là pour tamponner et les accompagner aux toilettes. Et du coup, petit à petit, le corps va se déminéraliser en calcium par les os ou par les dents. Et c'est comme ça qu'on arrive à de l'ostéoporose, ok, où on arrive également à une déminéralisation des dents et on comprend pas pourquoi les dents elles tombent. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette déminéralisation, puisque les isoflavones demandent pour être évacués du calcium. Et du coup, on arrive à des problèmes de santé qui peuvent être quand même très très graves, parce que l'ostéoporose, c'est quand même pas très drôle. Donc voilà. Donc le calcium, de manière générale, j'ai envie de te dire, oui, on en consomme trop, etc. Et en fait, quand on n'a plus de calcium, c'est généralement pas parce qu'on ne consomme pas assez de calcium. C'est qu'on consomme quelque chose qui nous fait que du coup le calcium se vide de lui-même. Et c'est pas parce que tu consommes pas assez de calcium. Ok, tu peux consommer autant de calcium que tu veux si tu as des sources comme ça, par exemple le soja, qui vont t'épuiser tes ressources en calcium. De toute façon, tes apports ne seront pas suffisants. Donc voilà. Et généralement, du coup, quand on fait des prises de sang et qu'il y a un problème de calcium, c'est soit qu'il y a un problème au niveau de la vitamine D, soit au niveau de la thyroïde, soit au niveau de pas mal de choses comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que tu manques de calcium. C'est pas parce que tu manges pas assez de calcium. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème qu'il y a autour du soja et des phytoœstrogènes. Et les phytoœstrogènes vont avoir un deuxième impact. Ok, donc phytoœstrogènes, je rappelle, isoflavones, c'est pareil. Donc ils vont avoir un deuxième impact, c'est que ils vont agir également comme les œstrogènes. Ok, et du coup, les œstrogènes qui sont l'hormone féminine, je rappelle, même si l'homme en produit une toute petite quantité. En règle générale, c'est quand même l'hormone féminine. Et du coup, ces phytoœstrogènes vont agir également comme les œstrogènes. Et ces œstrogènes vont du coup amener, tout comme les œstrogènes, des hormones féminines ou masculines. Donc chez la femme, les phytoœstrogènes vont décupler les caractéristiques principales ou secondaires des femmes, ok. Donc par exemple, on voit, vu qu'on consomme trop, vu que ton corps de base consomme produit des œstrogènes et qu'en plus tu lui en apportes avec ton alimentation, donc le soja, et du coup on va avoir on va avoir une surproduction de tout ce qui est cellules qui sont dues aux caractéristiques principales et secondaires de la femme. Donc par exemple comme des cellules au niveau des seins qui vont commencer à se multiplier, et donc plus les cellules se multiplient, plus on a le risque d'avoir des mauvaises cellules, donc cellules cancéreuses qui se développent, et donc on arrive à des cancers du sein par exemple. Et par exemple chez l'homme,
et bah on a aussi des cancers qui arrivent, comme par exemple des cancers de la prostate, puisque bah du coup ça va le corps va péter un plomb si tu veux avec toutes les hormones féminines qu'il y a, donc du coup il va hypertrophier la prostate, donc multiplier les cellules de la prostate, donc multiplier aussi le risque d'avoir des cellules cancéreuses. On a aussi des troubles de l'érection, on a de la fonte de la masse musculaire, donc voilà, tout ce qui est caractéristique principale ou secondaire de l'homme ou de la femme. Donc dans tous les cas, même si tu es une femme, tu te dis bon bah un petit peu plus d'œstrogène, c'est pas forcément très très grave. En plus, pour la plupart des femmes prennent là aussi la pilule, donc déjà sont habituées aux œstrogènes de la pilule, donc on se dit un peu plus, un peu moins, quel est l'intérêt? Bah ouais, mais du coup, tu rajoutes quand même déjà, je pense que tout le monde est conscient que la pilule c'est pas forcément très bon, Bon après il y a pas forcément de solution, donc voilà, mais en tout cas c'est pas le débat, mais du coup un peu plus, un peu moins, bah oui, bah un peu plus, c'est toujours mieux si tu fais un peu moins qu'un peu plus, parce que du coup, voilà, c'est toujours le débat. Faut bien mourir de quelque chose, faut bien, qu'est-ce que ça change, un peu plus de ça, un peu moins, un peu de ça. Oui, bah si tu peux le limiter, c'est toujours mieux, parce que je te dis, voilà, il y a des problèmes au niveau de toutes les caractéristiques. On a des problèmes au niveau aussi de l'utérus, du cancer du sein, voilà, vraiment tout ce qui est caractéristique secondaire ou principale de la femme. Donc même chez la femme, les phytoœstrogènes causent problème. Voilà, donc voilà, c'était un petit podcast vraiment rapide. Je l'ai un peu fait en freestyle pour te parler du soja, parce que j'ai eu pas mal de questions sur le soja. Est-ce qu'il fallait en prendre? Est-ce que c'était bon, pas bon, etc. Voilà, donc c'est pas très très bon le soja. On a l'impression que c'est bon parce que, comme je l'ai dit, il y a un énorme lobby du soja, puisque bah ça coûte rien à produire, c'est en plus super bon pour la santé du sol, c'est végétal, donc il surfe aussi sur la vague végétale, donc voilà. Donc c'est pas très bon. Après, bien sûr, s'il y a une consommation qui est raisonnée du soja, donc de temps en temps, pourquoi pas? Parce que quand même le corps est pas non plus ultra fragile. C'est comme le gluten, c'est un réel problème également. C'est comme le lait, c'est un réel problème également. Mais si on a un usage qui est vraiment ultra raisonné, donc de façon exceptionnelle, on prend un peu de soja, un peu de gluten, donc un peu de blé, et un peu de lait, ça va pas non plus tuer un homme. Mais du coup, mais par contre, si on arrive sur et c'est ça qui est souvent la cause des problèmes, c'est qu'on arrive dans des dogmes où bah les végétariens doivent consommer du soja. C'est ce que je retrouve beaucoup trop souvent sur Internet quand je regarde un petit peu ce qui se fait chez mes confrères. Là, voilà, on voit que on fait la promotion du soja à outrance, et là, ça va poser problème, puisque ces phytoœstrogènes vont, comme je t'ai expliqué, par des mécanismes, déminéraliser les dents, les os. On arrive sur de l'ostéoporose ou sur des dents qui tombent, etc. Et même, on arrive à un problème hormonal où on va avoir une surproduction d'hormones, et du coup, on va avoir une trop grande concentration d'hormones dans le corps qui vont développer des caractéristiques de la femme secondaires ou principales. Et chez l'homme, ça va aussi poser des problèmes sur ces caractéristiques principales ou secondaires. On a aussi la chute des poils, etc. Bon, j'ai pas parlé de tout ce qui faisait des conséquences, mais de toutes les conséquences qui existent, parce que voilà, je pense que c'est énorme. Après, on a encore très très peu de recul sur tout ce qui est phytoœstrogène, puisque comme à chaque fois, moi je suis beaucoup en train de regarder ce qui se fait au niveau études, etc. C'est toujours beaucoup plus facile de dire qu'un produit est bon pour la santé que de financer une étude pour dire qu'un produit est bon pour la santé, plutôt que de financer une étude pour dire qu'un produit n'est pas bon pour la santé. Puisque du coup, si tu veux, si tu payes une étude pour que on te prouve que cet aliment est bon pour la santé, ça va être un argument de vente derrière. Par contre, il y a quasiment aucun intérêt financier, tu le comprendras bien, de financer une étude pour dire qu'un aliment est pas bon pour la santé. Donc voilà, c'est pour ça que la recherche met du temps pour prouver que certaines choses, comme le lait, comme le gluten, comme le soja, comme pas mal de choses sont mauvaises, puisque faut trouver des fonds pour financer les études, et qui paye les études quand il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Et c'est tout là le problème. Donc voilà.
Donc voilà ce que j'avais à dire pour le soja. J'espère que ce petit épisode vraiment tranquille t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir. T'as juste à mettre 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast. Donc tu mets 5 étoiles. Si t'es vraiment motivé, tu peux même me mettre un avis pour m'écrire ce que tu penses de cette chaîne de podcast. Voilà, ça me permettra d'améliorer la qualité des podcasts. Et en tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode. Salut les sportifs!